À Suresnes, un jeune Marocain se suicide après avoir grièvement blessé une jeune fille et son frère. Le premier tour des municipales, pas de vote sanction contre le gouvernement. Le tiercé gagnant, Noir, Vigouroux, Chirac pour les plus grandes villes. La force verte, les écologistes prêts à négocier à gauche comme à droite, leur percée vue par Brice Lalonde, secrétaire d'État à l'environnement. Élection locale en Allemagne fédérale, un camouflet pour le chancelier Kohl pris en ciseaux entre l'extrême droite et la gauche. Le juge et le commissaire, l'affaire Jobbik est-elle politique? Confrontation violente à Nanterre entre le commissaire Jobbik et le juge Hayat. Madame, monsieur, bonsoir. Il est 2 heures de l'après-midi. Dans le soleil à Suresnes, les jeunes du lycée Paul Langevin vont rentrer en classe. Tout à coup, fusillade. Une jeune fille et son frère s'effondrent. Le tireur retourne son pistolet contre lui et se tue. Coup de sang, coup de folie, règlement de compte familial. L'enquête est ouverte. Sur place, Anne Gainsburger, Bruno Gex. Le corps de Samir Doulim gisant à terre dans la cour du lycée Paul Langevin. C'est ici que le drame a eu lieu aux alentours de 14 h alors que les cours venaient de reprendre. Samir Doulim, âgé de 25 ans, d'origine marocaine, a fait irruption armé d'un pistolet à grenaille et tiré plusieurs coups de feu, blessant grièvement son frère et sa demi-sœur. Samir Doulim a ensuite retourné l'arme contre lui, se tuant d'une balle dans la tempe. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient par terre. Et après, je suis reparti là-bas. C'est trop horrible là-bas. C'est trop horrible. Atteint de 2 balles dans la tête, l'un des 2 jeunes gens est décédé ce soir à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, l'autre toujours dans un état critique à l'hôpital Foch de Suresnes. À l'origine du drame, un différend portant sur les fréquentations de la jeune sœur Ilham Jbali. Âgée de 20 ans, élève de BTS au lycée Langevin, elle côtoyait un jeune Français, ce qui aurait déplu à Samir Doulim. Municipal 89 en piste pour le second tour. Les listes doivent être déposées avant demain soir minuit, à condition bien sûr d'avoir recueilli 10% au moins au premier tour. Tractation et marchandage vont donc bon train. À gauche, Pierre Mauroy a appelé aujourd'hui à la fusion ou au désistement en faveur de la liste la mieux placée. Le PC parle lui de mobilisation pour l'union la plus large contre la droite. À droite, pas de consigne nationale pour le moment. On sait que dès hier soir, l'opposition rejetait l'union proposée par le Front National, qui c'est l'une des caractéristiques du premier tour d'hier. Le Front National a conforté ses positions dans certaines places électorales. Autre phénomène, autre arbitre pour le second tour, la percée des écologistes. On y reviendra dans un instant. Mais voyons d'abord avec Bruno Roger-Petit la carte des surprises du scrutin d'hier, dominée, ne l'oublions pas, par un taux d'abstention record pour ce type d'élection. De gauche à droite, de droite à gauche, rares sont les villes à avoir basculé. De gauche à droite, l'UDF enlève au PS Alençon, Angoulême où triomphe l'ancien ministre Georges Chavannes et prend Sartrouville au Parti communiste. Pour sa part, le RPR s'empare de Montbéliard au détriment du PS. De droite à gauche, le PS conquiert Nantes, où Jean-Marc Ayrault reprend la ville au RPR. Les socialistes sont également vainqueurs du RPR et de l'UDF à Chambéry, Vendeuvre-les-Nancy et Sotteville-les-Rois. Le second tour s'annonce prolifique en duels spectaculaires. À Blois, Jacques Lang tentera de porter l'estocade à Pierre Sudreau. À Dunkerque, Michel Delbar et Claude Prouvoyeur en découdront dans le port. À Lille, le RPR Alex Turc tentera de bouter hors du beffroi Pierre Mauroy. Au Havre, le maire communiste André Duroméa affrontera à nouveau Antoine Ruffnac, son éternel ennemi. À Cannes, Anne-Marie Dupuis voudra défaire le hussard de l'UDF, Michel Mouillot. Enfin, à Paris, dans le 20e, Didier Bariani et Michel Charzat se livreront à duel à couteau très tiré, avec comme arbitre Jean-Marie Le Pen. Oui, pour le second tour, une centaine de villes de plus de 30 000 habitants sont donc en ballottage. Un cas, celui de Mulhouse, résume bien les particularités de ces municipales 89. 4 listes vont rester en piste. Arbitre de la situation, le Front National, qui a réalisé hier un score important, et aussi les Verts, qui, comme à Strasbourg, ont ramassé plus de 10% des suffrages. À Mulhouse, aujourd'hui, Claire Chazal. À Mulhouse, plus d'1 habitant sur 5 est immigré. C'est dans ces quartiers pauvres que les Turcs ou les Maghrébins refusés par la Suisse ou l'Allemagne s'installent. L'usine proche de Peugeot leur donne du travail. Le Front National a trouvé là sa terre d'élection, une audience très forte, plus de 20%, et surtout extrêmement stable. Il fait jouer plus que jamais les thèmes de l'insécurité et du chômage. Gérard Frolet, le candidat Front National, s'affirme sans mollir le défenseur du Mulhouse des clochers et non des mosquées,
Un langage parfois dur selon certains. Bien, campagne dure, on dit ce qu'on pense, c'est tout. Moi, je suis pour la priorité de logement HLM ou la priorité de l'aide sociale municipale aux Français d'abord. Je pense que le droit de place au marché également, c'est pour les Mulhousiens d'abord. Si le fait de privilégier les miens, les Français ou les Mulhousiens d'abord, c'est être dur, eh bien, j'aime être dur dans ces conditions, c'est vrai. Mais une autre sensibilité brouille le jeu électoral à Mulhouse, celle des écologistes, des amoureux du vert, surtout séduits par la personnalité d'Antoine Wechter. Problème de pollution particulier à Mulhouse. Oh oui, surtout si vous descendez là, l'avenue du président Kennedy, là où je vais marcher pour aller chez mon masseur, c'est dingue. Ainsi s'élargit de plus en plus l'espace politique entre la droite et la gauche traditionnelle. Les Mulhousiens, pour qui la sauvegarde de l'identité alsacienne prime, cherchent autre chose, mais la force du Front National risque bien de balayer le maire sortant UDF, Joseph Cliffat, au profit du socialiste Jean-Marie Bockel. Les écologistes sont bien décidés à être le gravier dans la chaussure des partis, pour reprendre l'expression de leur tête de liste à Toulon. Des partis et aussi des conseils municipaux, puisque les résultats du premier tour d'hier font déjà participer leurs élus à la gestion de villes comme Rennes, Rouen, Nancy ou Albi. La force verte est désormais un phénomène national. Son histoire, Pascal Guimy. Les Verts arbitres, les Verts courtisés, une revanche pour un parti pas tout à fait comme les autres. 74, question de style, question de langage, le professeur René Dumont détonne. Verdict des urnes, 1,3% seulement au présidentiel. Les militants d'alors portent volontiers barbe et cheveux longs, manifestation contre le nucléaire, ici Cresse-Malville il y a 12 ans, répression musclée, l'écologie n'échappe pas à la marginalité. 81, présidentiel, Lalonde succède à Dumont, 3,9%, c'est mieux, mais c'est peu. 83, municipal, malgré quelques percées locales remarquées, les Verts n'obtiennent que 150 élus. En France, l'aspiration au mieux vivre a toujours autant de mal à se traduire dans les urnes. Tchernobyl, pluies acides, pollution par le plomb, menace sur l'ozone, l'écologie devient thème de société avant d'être érigée en thème de campagne. 87, les Verts réunis en congrès décident de garder leur autonomie, ni à droite ni à gauche. 88, un nouveau visage pour les Verts, Antoine Wechter, cheveux courts, veston, cravate, presque 4% présidentiel. Colloque, conférences internationales, les politiques se mettent à miser sur la défense de l'environnement. Les Verts, eux, savent qu'ils ne pourront agir efficacement qu'au sein des conseils municipaux. 12 mars 89, non contents de s'imposer dans l'Est, les Verts conquièrent la façade atlantique. Aux 13% de Strasbourg et Mulhouse répondent les 14-15% obtenus hier à Lorient, Quimper ou Rennes. Comme en RFA, les partis traditionnels doivent désormais compter avec le partenaire vert. Antoine Wechter en tout cas l'a annoncé, partout où ces candidats auront dépassé les 10%, ils se maintiendront au second tour. On le voit, la montée en puissance des Verts en France a été plus tardive, moins organisée aussi qu'en Allemagne. Brice Lalonde, bonsoir, on vous reconnaît. Bonsoir. On vient de vous voir, vous étiez le candidat écologiste donc au présidentiel de 81. Vous êtes maintenant membre du gouvernement Rocard, chargé comme il se doit de l'environnement. Alors cette poussée du vote écologiste que l'on constate un peu partout en France, à quoi l'attribuez-vous? À cette prise de conscience des problèmes de l'environnement ou bien à un refuge du vote, disons, hostile ou réticent aux partis traditionnels? Moi, je crois surtout que les Français veulent qu'on s'occupe davantage d'environnement. Je vois ce vote comme extrêmement important, très encourageant d'ailleurs pour ce que j'essaye de faire moi-même au gouvernement. Vous savez que même quand on dit, vous avez dit que la France était un peu en retard, au fond, c'est en France que pour la première fois un écologiste a été nommé au gouvernement et on a besoin pour accompagner l'action que nous menons sur la couche d'ozone, sur le sommet de la haie, sur les déchets, enfin tout ce que nous faisons au niveau européen et national, on a besoin d'un enracinement local, on a besoin d'écologistes qui s'occupent de la construction, de la pollution dans les communes, de la lutte contre le bruit, de l'aménagement du paysage, de l'eau. Enfin, on a vraiment besoin qu'il y ait dans chaque commune un élu écologiste qui s'occupe de tout ça. Mais vous, Brice Lalonde, vous êtes toujours vert, si j'ose dire? Je suis toujours écologiste. Je crois Vous n'êtes pas maintenant que pour membre les du Parti écologistes... socialiste? Oui, je suis écologiste, c'est-à-dire que je travaille avec la majorité présidentielle actuellement. Je crois que pour les écologistes, c'est important maintenant d'être écoutés. La majorité présidentielle s'est ouverte. Je crois qu'après le vote du premier tour des municipales, il faut qu'elle s'ouvre davantage. C'est très important pour une majorité d'avoir besoin d'autres. Ça, c'est déjà ce qu'on appelle la pêche au vert, là. Mais tout à fait. Je crois, mais quel que soit d'ailleurs le parti, je crois que les partis politiques et la majorité présidentielle dont je fais partie, en tous les cas,
doit s'ouvrir aux écologistes et donner dans chaque commune des responsabilités aux associations. C'est très important. Et je crois que pour les écologistes maintenant, à partir du moment où tout le monde est d'accord pour considérer ces problèmes comme très importants et où le gouvernement a déjà commencé au plan national, il faut absolument que les écologistes eux-mêmes acceptent également de participer aux décisions. On n'a plus le temps maintenant d'attendre. Et je crois que ce serait mauvais pour tous les écologistes d'être dans une opposition stérile. Moi, je crois que le moment est venu qu'ils participent aux décisions et pour la majorité présidentielle, qu'elle accepte de s'ouvrir à l'écologie et aux écologistes. Et Brice Lalonde, quand Antoine Wechter vous accuse en quelque sorte d'être un ministre socialiste, je cite les propos qu'il a tenus tout à l'heure à Antenne de Midi, Brice Lalonde, c'est un ministre socialiste, porte-parole du PS en campagne électorale, rien à voir avec les Verts. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais c'est vrai que je ne suis pas membre du parti qu'Antoine Wechter a créé, qui s'appelle Les Verts. Je crois qu'entre l'écologie ou les écologistes et les partis, on n'a pas besoin d'avoir sa carte d'un parti pour être écologiste. C'est la seule différence que j'ai avec Wechter. Moi, je demande à Antoine Wechter de ne pas faire de polémique politicienne. On est là pour changer la politique, les règles du jeu. Ce serait très mauvais, à mon avis, pour les Français et surtout pour tous les électeurs écologistes de commencer à se chamailler. L'important, je crois, c'est que la France prenne un virage pour l'environnement et qu'elle le prenne dans toutes les communes également. Brice Lalonde, merci. En tout cas, selon Antoine Wechter, les négociations peuvent s'ouvrir à droite comme à gauche, c'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure à Antenne de Midi, tout en recommandant à ses amis de maintenir leur liste quand ils le peuvent. Et déjà à Lille, Alex Türk, le rival RPR de Pierre Mauroy, leur propose 8 places éligibles sur sa liste du second tour. Lyon, Paris, Marseille, en ligne de mire hier soir avec des résultats qui colorent fortement ces municipales 89. Lyon d'abord. Moi, Michel Noir, 45 ans, c'était le slogan électoral du jeune hussard du RPR, assagi, pondéré, ému à l'annonce des résultats qui, dès hier soir, signifiaient que les Lyonnais changeaient de règne. Noir, c'est noir, nous explique Bernard Pradine. Il danse gentiment avec sa maman. Il a aujourd'hui une très bonne image. Ceux qui considéraient Michel Noir comme un jeune chien fou dans le paysage politique lyonnais se rappellent ce soir qu'il a quand même été ministre 2 ans, qu'il a de l'expérience, qu'il représente pour les uns le renouveau et pour les autres la jeunesse. Les 2 hommes qui s'affrontaient en 1983 ont aujourd'hui 6 ans de plus. Pour l'un, ça a pesé davantage que pour l'autre. Un renouvellement qui s'appuie sur un programme très précis concernant les aspects de tous les jours de la vie de chacun et concernant aussi le développement international et le développement économique de la ville. En fait, Michel Noir quadrille la Croix-Rousse et la ville depuis bientôt 20 ans. Ses prises de position nationales récentes lui ont valu l'estime des Lyonnais qui combattent l'extrême droite. Ça va redonner un bon petit tonus à la ville. J'aime beaucoup M. Francisque Colomb, mais enfin, je suis très heureux que Michel Noir soit passé. Je pense que c'est un homme dynamique, un homme jeune et qui fera place un peu à l'ancienne génération. Ce soir, c'est l'équipe noire et non pas le RPR qui négocie la composition des listes communes avec l'UDF pour le second tour. Avec patience et autorité, m'a-t-on dit. La patience qui a permis à Michel Noir d'attendre son heure, l'autorité qui convient à celui qui veut changer dans la continuité. Raymond Barre, lui, déclare forfait. Il cède sa place sur la liste largement battue hier dans le 6e arrondissement, celle du maire sortant Francisque Colomb. Raymond Barre ne souhaite aucun mandat municipal. Autre ville clé, Marseille, bien sûr. Marseille et le triomphe de Robert Vigouroux, avec près de 42% des suffrages sur le nom de celui qu'il avait exclu du PS en janvier dernier. Pierre Mauroy n'a pu aujourd'hui que reconnaître que la balle est dans le camp de Robert Vigouroux. Vigouroux qui, vous le savez, avait annoncé avant le premier tour qu'il refuserait toute fusion avec les listes de Michel Pezet. Robert Vigouroux ou le triomphe d'une tactique bien particulière, presque mitterrandienne, celle de la campagne en creux. Roland Sicard. L'air de rien, Robert Vigouroux connaît la musique. Une campagne sans fausse note, une ligne scrupuleusement respectée. Le maire sortant, exclu du Parti socialiste, a tout misé sur son image de gestionnaire, dans une ville où, plus qu'ailleurs, le pastis politique avait fini par lasser. Les Marseillais veulent un maire qui s'occupe de leur ville, qui se consacre à leur ville. C'est ce qui les intéresse parce qu'ils connaissent l'enjeu pour le futur. Les politiciens les intéressent moins. Une image antipoliticienne entretenue jusqu'au bout, même si une partie des vieux routiers de la politique marseillaise avait rallié le camp du maire sortant. Mais dimanche, on a d'abord voté sur un nom. Tout le travail des stratèges de la campagne a été d'amplifier
l'effet Vigouroux. Il s'agissait de dire qu'il y avait à Marseille un homme compétent, valable, qui sous découvert de secrets presque ténébreux, etc., travailler pour Marseille. Nous avons essayé de donner une image de Robert Vigouroux qui n'était pas constituée parce qu'il ne parlait pas. C'est un homme qui travaille et qui parle peu. Un style et une démarche qui ont fait mouche. Hier, Robert Vigouroux arrivait en tête dans 7 des 8 secteurs de la ville. Une marge de sécurité suffisante pour refuser de négocier avec Michel Peuzet, le candidat officiel du PS. À Marseille, le maire sortant, malgré Jean-Claude Gaudin, est en bonne place pour retrouver son bureau. En marge de la campagne, inculpation aujourd'hui d'un proche de Michel Peuzet, inculpation dans l'affaire des fausses factures. Jacques Lardit, le président de Sud-Hôtel, a été laissé en liberté. Venons-en maintenant à Paris, Paris qui reste le bastion de Jacques Chirac puisque le maire sortant peut encore dimanche prochain réussir le Grand Chelem. Pierre Joxe espère toujours le mouvement de bascule dans 4 arrondissements, mais les socialistes n'ont pas vraiment réussi au premier tour à forcer la brèche. Rachid Arabe. Dépouillement du scrutin hier soir dans le 12e arrondissement de Paris, là où se présentait Pierre Joxe, tête de liste socialiste. Ambiance morose chez les Roses. Mais même si c'est pas miraculeux, je crois que quand on fait de la politique, il faut croire en miracle. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Certes, le PS obtient 7 ballotages, mais un seul arrondissement peut éventuellement échapper à Jacques Chirac. Malgré tout, Pierre Joxe, battu dans le 12e arrondissement, semble y croire encore. Dimanche prochain, il y a ballotage dans 7 arrondissements. Parce que la droite a perdu, la droite et l'extrême droite réunis ont perdu des voix. Ce qui veut dire que dans ces arrondissements, à condition bien sûr que dimanche prochain, les gens de gauche, les écologistes, les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle de la mairie de Paris, aillent voter, se rassemblent, eh bien, il y aura l'alternance. Les abstentionnistes représentent plus de 40% dans la capitale. L'attitude de ce réservoir d'électeurs est donc une des inconnues du deuxième tour, dans le 20e notamment, où Jean-Marie Le Pen se maintient fort de ses 15%. Michel Rocard, lui aussi, se lance dans la bagarre parisienne. Demain, il ira prêter main forte au socialiste Charza dans sa lutte contre le sortant Bariani. Et demain, le Premier ministre Michel Rocard reprend son bâton socialiste pour un tour de France électoral avant le second tour. Un second tour qui va imposer tout au long de la semaine, Gilles Leclerc, des figures parfois complexes sur la piste électorale. Comme toujours, et cette élection ne manque pas à la règle, les heureux sélectionnés du second tour rivalisent déjà depuis ce soir pour séduire et courtiser. Au sein de la gauche, pas de vrai drame. Si la compétition éventuelle PS-PC a plutôt tourné à l'avantage du premier, elle devrait s'apaiser en règle générale pour faire place maintenant à l'union. À droite, quasiment même cas de figure, mis à part quelques duels dimanche prochain, à Cannes par exemple. En revanche, de véritables épées de Damoclès pèsent sur les socialistes et l'opposition. Au-dessus du PS, cette épée est verte. Au total, 31 grandes villes où les écologistes sont arbitres et peuvent aider, s'ils le souhaitent, les socialistes à gagner. Exemple, Strasbourg, Saint-Brieuc, Besançon, Quimper. L'opposition, elle, ne peut non plus ignorer les appels du pied ou bien les menaces du Front National dans près de 70 villes, dans le Midi, Hyères, Toulon, Martigues par exemple, dans l'Est également, Strasbourg, Mulhouse, sans oublier le 20e arrondissement de Paris. Mais il n'est pas sûr, loin de là, que les consignes d'un appareil politique, quel qu'il soit, puissent beaucoup influencer l'opinion. Une opinion qui a démontré hier qu'elle était décidément adulte, même si bien sûr, dans chaque camp, on appellera tous les électeurs à plus se mobiliser au second tour qu'au premier. En Corse, à Calvi, il a fallu près de 16 heures pour dépouiller le scrutin la nuit dernière et on s'attend à de nombreux recours en annulation. La grève de la fonction publique a en effet empêché la distribution complète des procurations. Une grève qui se durcit avec 2 manifestations aujourd'hui à Ajaccio et à Bastia. Sur place, Françoise Joly. En grève depuis 3 semaines, les salariés de la fonction publique occupent leur journée. Cet après-midi, à Bastia, photo de famille devant le Trésor public, un bâtiment fermé depuis 2 semaines. Et là, on ne plaisante plus. Depuis le début du conflit, toute la vie administrative de l'île est paralysée. Il n'y a plus de courrier. La Sécu et la CAF ont fermé leurs portes et sont cadenassées. Les impôts et le Trésor ont fermé leurs portes. L'équipement s'est fermé. Le personnel municipal de Bastia vient de se mettre en grève. Le personnel demain du département se mettra en grève. Nous vivons une situation
très difficile, pas seulement pour les grévistes, mais aussi pour la population qui se trouve prise en otage par le gouvernement. Aujourd'hui, il faut négocier. Nous disons au gouvernement, ça suffit, il ne faut plus jouer avec les Corses et avec la Corse, il faut envoyer un négociateur. Ce matin, les grévistes ont manifesté en voiture à Bastia. Ils demandent toujours une augmentation de leur salaire, la prime d'insularité pour faire face au coût de la vie, une vie plus chère, disent-ils, en Corse que sur le continent. Un envoyé spécial du gouvernement est attendu dans l'île, pas pour négocier, précise la préfecture, mais pour établir un rapport sur la fonction publique en Corse. Dans l'île, ce soir, on est convaincu d'une seule chose, ce conflit est complètement dans l'impasse. Mon parti a une responsabilité globale dans le résultat des élections d'hier. J'en assume ma part. C'est ainsi que le chancelier Kohl a reconnu aujourd'hui à Bonn les résultats catastrophiques pour lui des élections locales, gagnées par la coalition de la gauche et des Verts, mais aussi par les néo-nazis. Après Berlin-Ouest, l'extrême droite siège désormais au Parlement municipal de Francfort. Pourquoi cette résurgence brune? Les explications de Philippe Rochaud. C'est un danger parce que je sais que les fascistes s'organisent maintenant en toute l'Europe et aussi en tout le monde. Ainsi parlent les groupes de gauche quand ils évoquent la montée de l'extrême droite. NPD et Républicains sont-ils néo-nazis? Oui, répondent les députés alternatifs à Berlin en ressortant la phrase utilisée par les opposants à Hitler, « Demain, il sera trop tard ». Slogan des Républicains, l'Allemagne d'abord. Quand on voit les chiffres de l'année 88, on s'aperçoit que chaque mois, 10 000 étrangers du monde entier arrivent chez nous, essentiellement pour des raisons économiques. Il est donc compréhensif de vouloir arrêter tous les abus sur le droit d'asile. Nostalgie du Troisième Reich, xénophobie. Face à la montée de l'extrême droite, la gauche et les militants de tous les groupes pacifistes tirent la sonnette d'alarme. Les nazis dehors. C'est un slogan qui vise aussi bien le NPD, qui progresse dans l'état régional de Hesse, que les Républicains. Dans un pays qui compte 4,5 millions d'étrangers, le patron des Républicains, Schönhuber, ancien SS, fait recette quand il déclare « Chaque Turc qui est là depuis plus de 25 ans n'a pas de souci à se faire ». Mais nous nous battrons contre le droit de vote aux étrangers. Le vote, ici, est seulement pour les Allemands. Les Républicains ont su pourtant se maintenir dans la légalité en n'utilisant aucune référence au nazisme. Ça n'est pas le cas du Rassemblement national de Michael Kühnen. Perquisition et interdiction de se présenter à des élections. Au siège du parti à Langen, les symboles nazis sont partout visibles. Son chef, qui a écopé de plusieurs années de prison, est même l'auteur d'un livre, La deuxième révolution. Son combat, en quelque sorte. Je ne suis pas fasciste, je suis national-socialiste. Je pense que le Troisième Reich avait des solutions plus efficaces qu'aujourd'hui pour résoudre les problèmes. Il y a des moyens sur le plan administratif qui peuvent être utilisés. Par exemple, j'interdirais les partis d'opposition et leur propagande. Je diminuerais tous leurs moyens de pression, tout ce qu'on fait contre nous aujourd'hui. Michael Kühnen considère comme une victoire son interdiction de participer à des élections. Elle traduit la peur du pouvoir et la poussée de l'extrême droite va renforcer le clan des 1500 néo-nazis d'Allemagne fédérale. Phénomène semblable en Autriche où l'extrême droite reprend pied grâce aux élections régionales. Au Liban, l'armée israélienne a abattu la nuit dernière 3 membres d'un commando palestinien. Éric Perrin. 3 Palestiniens abattus au sud Liban alors qu'ils tentaient de s'infiltrer en Israël. Le commando du Front de libération palestinien a été intercepté par les gardes frontières israéliens dans la zone tampon qui sépare le Liban du nord d'Israël. C'est la seconde tentative d'infiltration palestinienne qui échoue en 24 heures. La navette spatiale américaine Discovery a décollé de Cap Canaveral en Floride avec 2 heures de retard dû à un épais brouillard matinal. La navette, avec à son bord 5 astronautes, effectuera une mission de 5 jours. Discovery doit déployer un satellite destiné à améliorer les communications entre l'espace et la Terre. Un cargo panaméen s'échoue en baie de Saint-Ives au large des côtes de Cornouailles.
Malgré des conditions météorologiques très mauvaises, vent de force 10, vagues dépassant 11 mètres, 2 hélicoptères de la Royal Navy ont pu élitreiller les membres d'équipage. L'affaire Jobbik se double-t-elle d'un règlement de compte politique? Ambiance franchement tendue aujourd'hui à Nanterre où le juge Hayat venait à sa demande témoigner dans le procès du commissaire qui vendredi dernier avait fait état d'une singulière conversation privée. Compte rendu Rémi Roche. Extrême tension lorsque Jean-Michel Hayat se présente devant le tribunal. La salle d'audience est comble, dans l'assistance de nombreux juges d'instruction venus témoigner leur solidarité vis-à-vis de leurs collègues. Je démente de la façon la plus catégorique les propos que Jobbik me prête. C'est un menteur. D'ailleurs, ajoute le juge, on ne trouvera pas dans le dossier la moindre trace d'investigation en direction des milieux politiques. Et il va plus loin, il en profite d'être ainsi entendu pour la première fois par le tribunal. Sur cette affaire, dit-il, il règne depuis le début un climat de violence inouï. Pression, intimidation sur les témoins, sur les parties civiles et aussi sur lui-même. Plusieurs lettres de menaces de mort et d'innombrables coups de téléphone, la nuit, à son domicile. Depuis un an, dit-il, malgré une protection rapprochée, tous les jours, j'ai peur. Après cet épisode qui ne pourra pas être sans conséquence, le président Foulquier reprend ses questions méticuleuses aux uns et aux autres sur le fond de l'affaire. Avec des témoins soudain amnésiques, d'autres qui se contredisent ou encore se traitent mutuellement de menteurs, la tâche du tribunal ne sera pas simple. Prenons un peu d'air et de vent après cette actualité un peu lourde, du vent dans des voiles bizarres qui devrait permettre à Lionel Péan de conquérir le record du monde de vitesse à la voile. Son objectif, 100 km/h à bord d'un engin que nous fait découvrir Jean Mamère. Voilà le résultat, un engin à mi-chemin entre l'aile volante, l'avion en réaction et le planeur. Pur fruit de l'imagination humaine, ce bateau, il faut bien l'appeler ainsi, utilise les techniques les plus modernes. Vérins hydrauliques, carbones et fibres synthétiques à haute définition employés sur les avions supersoniques. Ajoutez l'ordinateur de bord et cette voiture bateau de course se pilote comme un avion. Mais c'est bien un bateau, il est conçu et homologué comme tel. Si demain notre bateau marche à 40 nœuds ou à 35 nœuds, on peut faire homologuer le record puisqu'il n'y a aucune assistance entre le pilote et la voilure. Notre skipper pilote a juste la place dans son cockpit type Formule 1. Le plan de voilure se trouve derrière lui, il manœuvre à l'aide des instruments de bord. Miracle, ça marche, même si l'engin n'est pas dans sa configuration définitive. Pour une longueur de 10 mètres et avec une aile provisoire de 16 mètres carrés, il atteint par force 2 à 3 aisément la vitesse de 20 nœuds, pratiquement 40 km/h. Les 100 km/h sont pour demain, c'est-à-dire début 90, si tout va bien, mais pourquoi pas? En tout cas, il paraît qu'il s'agit d'un bateau. Pierrette Bresse, elle nous parle de vrais chevaux, avec ses pronostics pour le prix Saint-Germain demain à Enghien, le 18, le 11, le 17, le 10, le 12, le 9, le 16 et le 15. Dans un instant, c'est Laurent Cabrol qui va nous parler du temps. Demain, la journée commence sur Antenne 2 à 6h45 avec Roger Isabelle et sa fine équipe. À 7h45, Gérard Morin recevra aux 4 vérités non pas un homme politique, mais un réalisateur, Alexandre Arcadi, pour la sortie de son film L'Union Sacrée. Pour ce soir, votre dernier rendez-vous avec l'information sur Antenne 2, c'est avec Philippe Lefay à 23h50. Très bonne soirée, à demain 20h.